Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine. On va bien sûr parler de la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian. On va parler de la lutte des travailleurs chronopost sans papier. On va parler de l'attaque sans précédent sur l'écologie que fait ce gouvernement, mais aussi de la cure d'austérité qu'ils veulent vous faire. Et puis on va évidemment parler de Gaza où l'enfer continue. Générique. Donc, on commence ce panorama à Ivry-sur-Seine, dans mon local parlementaire, que vous n'avez jamais vu, je crois, parce que nous sommes dans une semaine spécifique et je suis particulièrement contente de le faire depuis Ivry-sur-Seine, parce que peut-être ne le savez-vous pas, mais Missak et Méliné Manouchian étaient enterrés au cimetière parisien d'Ivry-sur-Seine. Et donc, ils sont partis du cimetière ivrien pour aller au Panthéon, pour être panthéonisés, comme on le dit, donc le plus grand honneur qu'on peut rendre à des femmes et des hommes de ce pays. Ce qui est pour nous un moment symbolique très important parce que rentre par la grande porte de l'histoire à la fois la résistance communiste, la résistance des étrangers, puisque Missak et Méliné étaient tous les deux orphelins du génocide arménien, et puis aussi la résistance collective parce qu'à travers Missak et Méliné, c'est l'ensemble des FTP-MOI, donc les francs-tireurs partisans main-d'œuvre ouvrière immigrés, donc qui était le groupe qui était notamment dirigé par Missak Manouchian, qui rentre avec eux dans le panthéon de notre nation et donc qui est un moment très important. Dans les FTP-MOI, il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup de résistants juifs qui luttaient contre le nazisme, beaucoup de syndicalistes, de communistes qui ont lutté et ont contribué à libérer le pays du fascisme. Donc pour nous, c'est un moment très important et je voudrais vous raconter un moment de cette cérémonie qui m'a particulièrement touchée. C'est le moment où j'ai rencontré avec Jean-Luc Mélenchon Léon Landini, qui est le dernier FTP-MOI vivant. Il a 98 ans, il a participé à de nombreuses actions armées pour libérer le pays. Et jusqu'au dernier moment de la cérémonie, il n'était pas invité, alors qu'il est le dernier survivant de cette force résistante. Et donc, c'est grâce à Blast, notamment, qui a fait un témoignage dessus et à beaucoup d'indignation qui a eu lieu dans le pays, que finalement, Léo Landini s'est trouvé ici. Et Léo Landini, il a 98 ans, il est incroyable parce que ça montre que la lutte préserve puisqu'il a une forme époustouflante pour son âge. Et il était notamment avec sa fille. Et il a refusé de rentrer à la cérémonie si on ne le laissait pas rentrer avec le dernier drapeau FTP-MOI qui existe en France. Et donc, il est venu avec ce drapeau pour honorer ses frères d'armes, ses camarades, et avec lui, l'ensemble de la résistance collective qui a été menée par des étrangers. Donc, pour nous, c'est important, et c'est d'autant plus important. Je vous disais qu'ils étaient enterrés à Ivry-sur-Seine, qu'à Ivry-sur-Seine, dans le cimetière parisien, vous pouvez d'ailleurs trouver une très belle œuvre qui commémore la résistance de ces étrangers qui ont sauvé la France. Donc, il y a une très belle sculpture qu'il y a au cimetière parisien d'Ivry, et puis plusieurs, notamment, qui étaient sur l'affiche rouge. Vous savez, cette affiche que les nazis avaient fait faire à 15 000 exemplaires et fait coller dans tout le pays pour pointer du doigt ces libérateurs qu'ils appelaient l'armée du crime, pour pointer ces libérateurs en essayant de faire peur au peuple français parce qu'ils avaient des noms étrangers. Ils leur ont fait des photos où on voyait des barbes un peu hirsutes, en essayant de les présenter comme des terroristes, ce qu'ils les appelaient à l'époque. Cette affiche rouge, et c'est important, au contraire de ce que pensaient les nazis, a eu un effet exactement inverse sur la population, c'est-à-dire que le peuple français en a fait des héros, de celles et ceux qui étaient sur la fiche rouge et qui étaient membres du FTP-MOI et de la section de Missak Manouchian. Dedans, il y avait plusieurs vitriots et ivriens. Et je voudrais vous dire leurs noms juste pour qu'on se rappelle aussi de cette force collective de la résistance. À Vitry, il y avait Roger Rouxel, qui était apprenti tourneur dans une usine de métallurgie, qui a fait plusieurs actions armées et qui a été fusillé en même temps que Missak Manouchian. Georges Cloarec, aussi fusillé avec Missak, qui était, lui, ouvrier agricole et qui a été aussi impliqué, lui, il voulait échapper au STO, qui a ensuite fait de la résistance et participé à plusieurs actions armées. À Ivry, c'est Robert Wichist, qui lui était télégraphiste et qui lui aussi a été fusillé ce 21 février 1944, ou encore Celestino Alfonso, qui lui travaillait dans un garage automobile et qui a dit juste avant d'être fusillé, dans la dernière lettre qu'il a pu écrire, il a dit « Je sais pourquoi je meurs et j'en suis très fier ». Donc, dans la circonscription que je représente,
Beaucoup des hommes qui ont combattu avec Missak Manouchian, soit sont enterrés à Ivry, soit viennent directement de Vitry ou d'Ivry-sur-Seine, et donc ont pris part activement à cette résistance pour libérer le pays. Ce sont donc des hommes qui sont morts pour que nous vivions libres, des hommes, mais je dis des femmes aussi, parce que notamment il y a une femme qui avait été prise en même temps que Missak Manouchian et le reste du groupe, et puisque les nazis à l'époque refusaient de fusiller les femmes, elle a été décapitée en Allemagne. Elle s'appelait Olga Benchik. Donc pour nous, c'est un moment qui est très important parce que ça fait rentrer dans la grande histoire, l'histoire de la résistance. Et c'est d'autant plus important qu'il y a quelques semaines était votée une loi infâme, qui était la loi immigration, dont vous vous rappelez, le Conseil constitutionnel a censuré 40% de ce qu'il y avait dans le texte, du pire notamment sur la préférence nationale, mais il reste de la préférence nationale dans le texte. Et ce texte contribue à réduire les droits des personnes étrangères de ce pays. Je le dis d'autant plus qu'avec une extrême droitisation du champ politique, non seulement évidemment de l'extrême droite, mais aussi des macronistes, des différents médias dominants, etc., ils ne cessent de pointer les personnes exilées comme des problèmes. Or, on le voit bien avec l'histoire de Missak Manouchian, que non seulement ce ne sont pas des problèmes, mais bien souvent ce sont eux aussi qui ont contribué à faire de la France le pays qu'elle est aujourd'hui et qui croyaient à une vision universaliste des droits humains que portait notre pays. Et c'est notamment grâce à eux que notre pays a été libéré du fascisme, donc on leur doit honneur aujourd'hui, évidemment, mais aussi, je rappelle juste que si la loi immigration existait, et M. Darmanin existait, au moment où Missak Manouchian était arrivé du Liban, où il était dans un orphelinat après avoir échappé au génocide arménien, où ses 2 parents sont morts, en passant donc par la Méditerranée pour aller jusqu'à Marseille, et bien que probablement en arrivant à Marseille, il se serait retrouvé arrêté, mis dans un centre de rétention administrative, avec une obligation de quitter le territoire français. Bref, c'est aussi dans la longue histoire qu'on comprend que la France ne sera jamais une nation ethnique comme le veut l'extrême droite, que la France a toujours été une nation politique autour de la devise liberté, égalité, fraternité. Et c'est à ce pays-là que croyaient Missak Manouchian et ses camarades et frères d'armes. Donc c'est cette France-là aussi qu'on a honorée avec le Rassemblement national qui a dû plier les genoux devant la résistance communiste, devant la résistance étrangère, dont on se rappelle toujours que le Rassemblement national est héritier d'un parti qui a été fondé directement par des collaborationnistes, c'est-à-dire ceux qui ont arrêté Missak Manouchian et ses camarades et qui les ont ensuite menés jusqu'à être fusillés au Mont-Valérien le 21 février 1944. Et je veux juste dire une dernière chose pour Missak Manouchian. Sa dernière lettre a été pour sa femme. Elle est très belle. Je vous invite à aller la lire. Il dit je meurs sans haine pour le peuple allemand. Et donc c'est une très belle lettre qu'il écrit à sa femme. Mais Mélinée ne rentre pas seulement comme sa compagne au Panthéon. Elle rentre aussi comme une résistante. Et je veux aussi rappeler le rôle des femmes dans la résistance. Et notamment, elle a été une de celles qui a organisé la résistance. Et c'est aussi à ce titre-là qu'elle rentre au Panthéon. Et je crois qu'il faut aussi l'honorer sur cette question-là, d'autant que c'était particulièrement cruel parce que donc il a été fusillé le 21 février 1944 et que le 22 février, il devait fêter son anniversaire de mariage avec Mélinée. Donc ça, c'est le premier point dont je voulais vous parler parce que pour nous, même si nous savons que l'hypocrisie du en même temps macroniste de faire en même temps une loi immigration qui est la pire de toute l'histoire, je rappelle que depuis 1945, c'est la première fois dans notre pays que l'extrême droite vote une loi immigration. Même sous Pasqua, qui avait une politique particulièrement dure envers les immigrés, jamais l'extrême droite n'avait voté une loi immigration. Et que depuis, il ne cesse de leur servir sur un plateau d'argent des victoires idéologiques, comme les annonces qui ont été faites sur Mayotte et le droit du sol, qui est là aussi une aberration qui ne changera absolument rien à la situation mahoraise. Alors ça m'amène à une deuxième chose qui est justement les suites de cette loi immigration et une lutte que je suis depuis très 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 longtemps, qui est celle des travailleurs chronopostes. Vous le savez, les travailleurs chronopostes ont été exploités pendant des années. Donc ce sont des travailleurs sans papier. Ils font exprès de prendre des personnes sans papier pour ne pas respecter leurs droits au travail, c'est-à-dire leurs droits sur la rémunération, sur les horaires de travail, sur les charges qu'ils portent puisqu'ils déchargent des camions. Donc c'est un travail extrêmement pénible et accidentogène. Et donc la Poste, par sous-traitance, par cascade de sous-traitance, ils se sont d'ailleurs fait condamner pour ça, emploie des sans-papiers pour mieux les exploiter, ce que certains appellent l'esclavage moderne. Eh bien, en 2019, il y a eu une première grève
qui a duré plusieurs mois et qui visait à faire régulariser les travailleurs sans papier de Chronopost en disant maintenant ça suffit. Donc nous voulons nos droits, nous voulons être régularisés comme travailleurs qui vivons ici, qui cotisons ici, qui payons des impôts ici et donc qui voulons rester ici. En 2019, en 2020, on avait gagné cette lutte avec 83 régularisations, ce qui était extraordinaire, qui était une victoire historique. Depuis, cette lutte a repris avec de nouveaux travailleurs sans papier, puisque Chronopost n'a pas arrêté par sa cascade de sous-traitance et La Poste. Je rappelle que l'État est actionnaire, hein. Donc l'État est complice de ce qui est en train de se passer, donc n'a pas arrêté d'embaucher des travailleurs sans papier. Et donc cette lutte a recommencé avec 200 travailleurs sans papier qui sont maintenant depuis 26 mois sur un piquet de grève, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Dans n'importe quelles conditions, ils sont là avec des manifestations, jusqu'à 3 manifestations par semaine devant la préfecture, devant les sièges de Richebourg, de Chronopost, de La Poste, pour alerter sur leur situation et dire nous voulons juste notre droit, c'est-à-dire celui d'être régularisé. 26 mois, je ne sais pas si vous imaginez la force et le courage de ces personnes-là. Eh bien, ce jeudi, nous étions devant la préfecture, de nouveau pour exiger des régularisations. Alors, ils en ont gagné quelques-unes au compte-gouttes, mais on ne s'arrêtera pas à ce compte-gouttes. On veut des régularisations, étant donné ce qui a été fait et la complicité de l'État sur cette question-là. Nous demandons la régularisation de l'ensemble des personnes qui sont sur le piquet de grève et on continuera, puisque comme dit souvent le leader de cette lutte, Aboubacar Dembélé, la marche arrière est cassée. Eh bien, ce jeudi, nous étions devant la préfecture de nouveau pour réclamer ses droits, de nouveau pour s'opposer à cette loi immigration infâme qui a été votée avec les voix et les idées de l'extrême droite. Et on a eu un moment aussi qui était très émouvant puisque nous avons rendu hommage à Bouyagui Cissé. Alors, Bouyagui Cissé, c'est celui qui avait participé à la lutte de 2019, mais qui était revenu à d'autres moments pour encourager ceux qui continuaient la lutte et donc qui l'ont recommencé depuis 26 mois, en leur disant de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. Le camarade Cissé avait obtenu sa carte, donc il avait gagné dans la régularisation qu'il y avait eu dans la lutte de 2019, donc il avait réussi à gagner. Pourtant, il continuait à venir sur le piquet pour donner du courage à ceux qui continuaient ce combat. Et malheureusement, il est mort cette semaine d'une maladie contre laquelle il a lutté jusqu'au bout. Et il y a eu un hommage très émouvant de la part des autres travailleurs Chronopost du piquet pour rendre hommage à celui qui est aussi un exemple de courage, de continuer à avoir mené cette lutte jusqu'au bout de sa vie et de rappeler que Cissé est encore avec eux et que aucun être ne meurt tant que ces combats continuent. Et je crois que c'est ce que les travailleurs de Chronopost font. Ça fait 26 mois. Je vais vous mettre le lien de leur cagnotte. Si vous avez ici 1 euro, 2 euros, 5 euros à leur donner pour leur donner de la force, c'est vraiment important et utile qu'ils puissent tenir parce que c'est aussi par la victoire de ces luttes-là qu'on donne du courage à d'autres de se battre et de pouvoir juste obtenir ce qui est le droit de tous parce que sans régularisation, derrière, c'est tous les droits qui sont bloqués et nous, au pouvoir, nous régulariserons tous les travailleurs sans papier qui sont en plus les essentiels de ce pays et qui font tenir ce pays debout. Alors, troisième sujet dont je voulais vous parler, c'est évidemment ce qui se passe à Gaza. À Gaza, l'enfer continue et vous avez vu que l'Algérie avait déposé une résolution pour que, enfin, aux Nations Unies soit déclaré et voté le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel qui est d'une urgence absolue quand vous voyez les chiffres et notamment les chiffres d'enfants qui sont malades et qui vont mourir ou qui sont déjà morts juste des maladies et non pas seulement par les bombes. Mais aussi de la famine qui est en train de s'étendre partout et qui fait qu'à certains endroits, il n'y a même plus de possibilité d'aller acheminer de l'aide humanitaire et notamment de la nourriture ou dans toute la bande de Gaza, manque de l'eau potable, de la nourriture, des médicaments, évidemment pas d'électricité. Bref, le cauchemar continue. Donc l'Algérie a proposé cette résolution et encore une fois, pour la 3e fois, cette résolution a été bloquée par le vote des États-Unis qui a voté contre ce cessez-le-feu et qui a donc opposé son veto qui bloque donc une résolution des Nations Unies sur le cessez-le-feu, ce qui est extrêmement problématique parce que nous nous battons actuellement pour que la France déclare un moratoire sur la fourniture d'armes vers Israël. Si les États-Unis arrêtaient de fournir des armes au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, alors Netanyahou n'aurait plus la possibilité, les moyens militaires de continuer l'offensive
génocidaire qu'il est en train de porter sur Gaza. Donc ça, encore une fois, ce sont les États-Unis qui ont bloqué sur cette question et très clairement, comme les élections aux États-Unis arrivent avec la possibilité du retour de Trump, il y a de la part de Netanyahou une volonté de gagner le plus de temps possible pour continuer ces opérations mortifères. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est à suivre très attentivement, c'est ce qui se passe à la Cour internationale de justice entre le 9 février et le 26 février, qui est une saisine de l'Assemblée générale des Nations unies, pas cette fois-ci d'un pays, mais de l'Assemblée générale des Nations unies, et qui vise à regarder le respect par l'État d'Israël du droit international, notamment sur la question de la colonisation et des territoires occupés pour la Palestine. Il y a des violations par dizaines et par dizaines du droit international par l'État d'Israël sur le droit international, avec l'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies qui dénonçait les politiques de colonialisme et d'apartheid qui étaient subies par le peuple palestinien de la part du gouvernement de Netanyahou. Et il y a cette scène qui est très émouvante où il explique la situation qui se passe à Gaza, mais aussi en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est, où il explique que ce qu'il souhaite, c'est un avenir dans lequel les enfants palestiniens seront traités comme des enfants et non pas comme une menace démographique. Et c'est une scène très émouvante parce qu'il a du mal à retenir ses larmes tellement la situation et l'horreur sont présentes dans tous les esprits et notamment dans son esprit qui soutient absolument le fait qu'il faut faire respecter le droit international et faire cesser immédiatement toutes les opérations militaires. Vous avez vu, je le dis juste en passant, que Emmanuel Macron a demandé à Netanyahou d'arrêter les opérations militaires et a dit que reconnaître l'État palestinien n'était pas un tabou la semaine dernière en France. Bon, c'est bien, mais maintenant, il faut passer des mots aux actes. Et donc, il faut poser des actes immédiatement et notamment, chiche, Monsieur le Président, reconnaissez l'État de Palestine tout de suite, agissez pour que l'État de Palestine soit reconnu au sein de l'Organisation des Nations Unies. Bref, faites des choses pour la paix parce qu'il est insupportable qu'on continue dans cette situation-là où tout le monde voit ce qui se passe, tout le monde sait ce qui se passe. Et pourtant, cette situation continue. En tout cas, nous continuerons à œuvrer de toutes nos forces pour le cessez-le-feu immédiat, quelles que soient les intimidations qui nous sont faites et quelles que soient les salissures qu'on essaye de faire sur nos noms, nos idées. Nous continuerons parce que nous sommes fiers d'être du camp de la paix qui n'avons jamais cessé de parler la langue du droit international. Ensuite, évidemment, je voulais vous parler des annonces qui sont faites par ce gouvernement. Alors, dans les annonces qui sont faites, il y a évidemment des annonces qui vont complètement au contraire de ce qu'on doit faire sur la question écologique. Je rappelle qu'aucune génération humaine avant nous n'a eu à affronter un défi aussi grand que celui de la bifurcation de modèles que nous devons faire sur la question du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Vous avez un exemple qui est frappant. C'est ce qui se passe avec l'A69. L'A69, c'est une autoroute qui va coûter extrêmement cher pour gagner 15 minutes de temps. Je ne sais pas ce que vaut 15 minutes de temps, et qui va artificialiser 500 hectares de terre, notamment des terres agricoles dont nous avons impérativement besoin, mais aussi des zones humides, des forêts, bref, des zones dont là aussi nous avons impérativement besoin pour lutter contre les dérèglements climatiques. Depuis des mois et des années, des militants écologistes pacifiques luttent pour que on arrête cette folie de l'A69. Vous vous rappelez, ils ont été se mettre dans des arbres en face du ministère pour alerter sur la situation. Et là, en ce moment, comme les travaux reprennent avec des coupes d'arbres et notamment de chênes centenaires, ceux qu'on appelle les écureuils se sont logés dans des arbres pour essayer de protéger ces arbres et de bloquer l'avancement du projet. Comme d'habitude, face à cette ZAD qui s'installe, cette zone à défendre, qu'a fait le gouvernement? Il a utilisé la répression. Donc, depuis 10 jours, ils subissent une répression extrêmement forte avec, lorsqu'il y a des manifestations, des gaz qui sont utilisés. Là, pour les écureuils qui sont en haut des arbres, des privations de sommeil, des privations d'arrivée d'eau ou de nourriture. Bref, une répression qui est extrêmement forte contre des militants pacifistes. Au point que le rapporteur spécial de l'ONU sur l'environnement, Michel Forst, s'est inquiété dans un tweet de ce qui était en train de se passer à l'A69 et a rappelé la France à la démocratie environnementale. Il se trouve qu'avec le groupe parlementaire, j'ai écrit à Monsieur Forst pour lui demander de venir immédiatement en France constater ce qui se passait avec l'A69, qui rappelle d'autres répressions qui ont été utilisées, notamment à Sainte-Soline contre celles et ceux qui défendaient le bien commun qu'est l'eau. Et Monsieur Forst est arrivé ce jeudi en France pour justement aller voir et rapporter ce qui s'est passé sur l'A69.
C'est une très bonne nouvelle pour nous parce que lorsqu'un rapporteur spécial de l'ONU vient en France, alors il peut faire derrière un rapport et ce sont autant de points d'appui qui sont utiles pour rappeler que la France, elle aussi, doit respecter un minimum l'état de droit et les libertés publiques, notamment le droit de manifester pacifiquement contre des projets qui sont nuisibles pour notre avenir. Donc vraiment, j'apporte tout mon soutien à celles et ceux qui luttent contre la 69. De même, ce gouvernement a annoncé tranquillement, après avoir annoncé qu'il mettait en pause le plan Éco-Phyto, vous savez, pour essayer de réduire les pesticides, a annoncé tranquillement que maintenant, ils allaient saboter l'indicateur NODU qui permet de mesurer la réduction de l'usage des pesticides. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, on casse le thermomètre, comme ça on n'en sait plus rien, et puis après, plus de données, plus d'indicateurs, et on peut continuer à laisser Monsanto et les autres grandes multinationales nous polluer, nous empoisonner, alors que, par exemple, est paru ce chiffre ce jeudi qui dit que 70% des fruits et la moitié des légumes non bio sont avec des pesticides dedans, donc c'est-à-dire avec des effets nuisibles pour la santé, d'abord pour les agriculteurs, mais ensuite pour l'ensemble de la population. Donc ce sont des aberrations totales au moment où on devrait justement être toutes et tous mobilisés pour savoir comment on fait face à l'enjeu du 21e siècle. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, sur les agriculteurs, vous avez peut-être vu que les agriculteurs remettent la pression, donc avec des actions qui se font un peu partout sur les territoires, et notamment la Confédération paysanne qui a envahi le siège de Lactalis. Pourquoi est-ce qu'ils visent Lactalis? Parce que Lactalis a des actionnaires qui ont une fortune estimée à 43 milliards de dollars. Pour vous dire ce que ça veut dire, 43 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 2,5 millions d'années de revenus pour un éleveur bovin. 2,5 millions. Or, il se trouve que Lactalis refuse d'augmenter le prix du lait et que donc 12 000 éleveurs bovins se retrouvent dans une situation où ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Ça fait déjà 4 fois que le gouvernement fait des annonces sur les agriculteurs et à chaque fois, ils essayent de ne pas répondre à l'essentiel et l'essentiel, ça reste de faire des prix garantis pour assurer un revenu digne aux paysans, ce que nous demandons depuis des mois et des mois, ce qu'ils ont refusé le 30 novembre 2023 dans notre niche parlementaire, notamment du fait d'une surmobilisation des macronistes où ils ont du coup gagné à 6 voix le fait que cette loi ne se fasse pas et qui est la seule à même de dire que ainsi les paysans peuvent vivre correctement de leur travail. C'est normal que si on refuse pas que les paysans vendent à perte leurs produits, eh bien, vous vous retrouvez avec une situation qui est dramatique et qui risque effectivement à terme de faire qu'on se retrouve avec une agriculture française sans paysans. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Au contraire, nous voulons installer 300 à 400 000 nouveaux paysans pour faire en sorte que on puisse nourrir sainement et dignement l'ensemble du peuple français et faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. En tout cas, c'est ce que nous continuerons de porter. Et je crois que les agriculteurs ont raison de continuer un rapport de force avec ce gouvernement qui, décidément, ne veut écouter personne. Et ça va avec la dernière annonce qui a été faite par ce gouvernement. Alors, tranquillement, Bruno Le Maire, qui va un dimanche soir sur un JT sur TF1, annoncer 10 milliards d'économies supplémentaires. Je vous fais un peu l'historique. En septembre, on nous fait on nous fait adopter de force par 49.3, comme d'habitude, une loi de programmation des finances publiques pour 2023 jusqu'à 2027, où ils veulent faire 70 milliards d'économies. C'est la plus forte cure d'austérité qu'on ait jamais connue dans notre pays. Ensuite, dans le budget 2024, ils mettent déjà 16 milliards d'économies. Ça, c'était en décembre. En janvier, Bruno Le Maire arrive et dit finalement il faudra 12 milliards d'économies en plus dans le budget 2025. Puis ensuite en février, Bruno Le Maire, toujours le même, arrive et dit tranquillement aux 20h qu'il faudra faire 10 milliards d'économies supplémentaires. Bon, déjà, juste pour vous rendre compte, par exemple, 10 milliards d'euros, c'est le budget du ministère de la Culture. 10 milliards d'euros, c'est le budget du ministère de la Justice. C'est comme si on effaçait un ministère. Et si on prend les 12 milliards qu'il a annoncés plus les 10 milliards, donc les 22 milliards, c'est le budget du ministère du Travail. Ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce dont on parle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez trouver 10 milliards, monsieur Bruno Le Maire, c'est simple. Par exemple, notre taxe sur les super-profits, Attaque avait estimé qu'elle rapportait entre 10 et 20 milliards. Bon, par exemple, il suffit d'aller chercher dans les poches des riches. L'impôt de solidarité sur la fortune, qui se sont empressés de supprimer dès le début du premier mandat, c'était 3 milliards d'euros par an à l'époque.
Mais maintenant, comme les riches deviennent plus riches grâce à la politique macroniste, c'est 5 milliards d'euros qu'on pourrait avoir chaque année si on mettait en place juste l'impôt de solidarité sur la fortune tel qu'il était, si on le renforçait en disant qu'ils doivent contribuer plus, alors on aurait encore plus d'argent qui pourrait arriver. Bref, il y a plein de manières de financer si on veut financer des choses. Mais eux, comme d'habitude, ils ne prennent pas dans les poches des ultra-riches, ils préfèrent prendre dans les poches de tout le monde et notamment des plus pauvres. Et donc là, sur les 10 milliards qui ont été annoncés, alors ils s'en prennent à la rénovation thermique des logements, alors que la France est en retard sur ses objectifs climatiques et qu'on a 12 millions de Français qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire qui ont froid chez eux l'hiver et trop chaud chez eux l'été. Ils s'en prennent à la formation. Donc maintenant, le compte de formation professionnelle qu'a chaque salarié, ce qui est un droit, eh bien maintenant, ce sont les salariés qui devront payer un bout de leur formation professionnelle. Ça veut dire que la France est un pays qui renonce à former des gens au moment où on doit répondre à des grands défis et qu'on a besoin de former plein de gens. Ça, c'est la première chose. Mais aussi qui veut dire que maintenant, seuls les plus riches pourront se former, ce qui est une idée complètement absurde. Mais en plus de ça, ils ont annoncé des milliards d'euros qui vont aller dans différents ministères. Et donc, au moment où on a, par exemple, 15 millions d'heures perdues chaque année pour les élèves du fait de professeurs non remplacés, ils annoncent que dans l'enseignement scolaire, ils vont supprimer jusqu'à 11 000 emplois. Ensuite, dans la recherche, alors qu'on a impérativement besoin de la recherche, ça serait à peu près 7 500 postes qui supprimeraient. Dans l'agriculture et l'alimentaire, ça serait 1200 postes. Dans la diplomatie, 400 postes, etc. On peut continuer. Donc, ça veut dire que les macronistes, qui ont déjà ramené la France à un pays qui a faim, c'est-à-dire où un Français sur 3 dit qu'il ne mange pas à sa faim, à un pays où le nombre d'enfants sans abri et à la rue est en train d'exploser, à un pays où l'éducation nationale s'effondre, à un pays où on meurt sur des brancards parce que l'hôpital public s'est aussi effondré, eh bien, ils veulent continuer l'austérité. Et pourquoi veulent-ils le faire? Eh bien, de nouveau, pour plaire aux règles européennes, puisque est discuté de nouvelles règles d'austérité européennes qui sont des absurdités et donc qui, sur le long terme, non seulement maintenant, impose une cure d'austérité comme on n'en a jamais connue, alors qu'on est dans une situation qui est déjà dramatique pour la majorité des gens, mais qui inscrit sur le long terme le fait qu'on ne pourra pas investir dans les services publics, dans la bifurcation écologique, etc., etc. C'est inacceptable. D'autant plus que c'est un déni démocratique total. Parce que, normalement, lorsque vous changez, vous rectifiez le budget, normalement, il y a un projet de loi de finances rectificatif. Or, et donc l'Assemblée vote. Bon, généralement, il passe par 49.3, mais il n'empêche que c'est présenté devant l'Assemblée. Là, il l'annonce sur un JT, sans avoir prévenu personne. Ensuite, il passe par décret, donc sans que personne n'ait décidé dans ce pays qu'on appauvrisse encore l'éducation nationale, la recherche, etc., etc. C'est un déni démocratique total et donc nous avons demandé à ce qu'il y ait un référendum sur cette question pour que le peuple français puisse décider de si, oui ou non, nous sommes d'accord avec le fait que de nouveau on appauvrisse nos services publics. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord et nous continuerons de le dire. Enfin, je termine sur une dernière chose pour vous dire quand même que les macronistes sont dans une situation qui est très très compliquée. D'abord, un petit signal que je veux vous raconter parce que je trouve qu'il est intéressant. Il se trouve qu'il y a 2 députés du groupe Renaissance. Vous savez, dans la majorité, il y a, enfin majorité minoritaire du coup, mais il y a Renaissance, il y a les démocrates et puis il y a Horizon. Et il se trouve qu'il y a 2 députés Renaissance qui sont passés chez Horizon. Eh bien, Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance, a été absolument furieux que 2 députés quittent pour un autre groupe de la majorité présidentielle, et donc est venu avec des serruriers les virer de leur bureau et dire ensuite au président d'Horizon, du groupe Horizon, que plus jamais il ne voulait le voir ou travailler avec lui. Ça vous donne une petite idée de l'ambiance agréable qu'il y a entre macronistes actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, leur équipe est absolument, c'est dramatique, l'état dans lequel se retrouve leur équipe. Alors, vous avez une ministre, par exemple, Dominique Faure. Dominique Faure, c'est la ministre collectivité qui a été sur un média expliquer tranquillement que les 4 semaines entre la nomination d'Attal et la fin de la nomination du gouvernement, les 4 semaines où elle a attendu savoir si oui ou non elle allait être nommée ministre, étaient aussi insupportables qu'un patient qui se trouvait dans une salle d'attente d'un médecin pour savoir s'il avait oui ou non un cancer. Enfin, vous imaginez à quel point ces gens sont complètement déconnectés de ce qui est en train de se passer. Bref, ce qu'on dit sur l'effondrement du macronisme continue de se percevoir. Et je vous le dis, la seule manière de battre les macronistes et de battre ce que prédisent tous les médias qui
se réjouissent presque de cela, c'est-à-dire le fait que l'extrême droite serait en super tête dans ce pays, eh bien, la seule manière de les battre, c'est par le nombre. Et notamment, le fait que tous les gens qu'on a dégoûtés de la politique, et on comprend pourquoi on les a dégoûtés de la politique, eh bien, reviennent aux urnes sanctionner ces politiques-là. Et ça me permet de vous rappeler que jusqu'au 3 mai, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vérifier sur onvoteinsoumis.fr. Vous avez jusqu'au 3 mai parce que le 9 juin, c'est les élections européennes et que c'est la première élection nationale depuis la réélection de Macron et les législatives. Donc, c'est le moment d'aller faire la sanction. Je terminerai par vous lire un poème de Missak Manouchian, parce que Manouchian était un résistant, mais c'était aussi un poète. C'est un poème qu'il a écrit en 1934 et qui disait « Avant la tombée de la nuit, tu as parcouru le monde, tu nous apportes l'écho de tous les horizons de la vie, de toutes ces mains usées par le travail, des luttes et des victoires. Ton appel semblable à la lumière sans entrave des rayons de l'aube, transi et fouetté par la tempête, tu es le feu qui nous réchauffe. Dans l'obscurité maudite de notre serment, tu es la flamme ardente, flambée éternelle que les esprits en furie vocifèrent de leur haine impudente pour t'éteindre à jamais. Il semble parfois que tu vas t'éteindre. Cependant, chaque jour, des volontés d'acier t'attisent, te tiennent debout, et toi, haletant, comme un apôtre au jour de combat, tu montres le chemin de la lumière pour la grande victoire de l'humanité. » Je vous le lis juste pour vous rappeler que parfois, aussi noire que semble la nuit, aussi noire que semble la situation, il reste toujours cette flamme d'espoir qui, à tout moment, est prête à se raviver et à devenir grand feu. Et c'est aussi ce chemin-là que nous montrent les résistants, et notamment Missak et Méliné Manouchian. Donc, plein de force à vous, les amis. On va réussir à changer cette société et à faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement dans un pays aussi riche que le nôtre. Belle semaine à vous. À la semaine prochaine.